Et salut tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Et sur cette vidéo on va parler un peu mutation génétique du Python Rhésus, quelques informations sur la reproduction. Je suis vraiment désolé, ça sera très peu d'informations, ça sera juste quelques petites informations. J'aurais aimé faire ça avec un vrai professionnel qui fait de la reproduction de Python Rhésus comme Guillaume Capéran, mais en ce moment on n'a pas forcément le temps de se voir. Voilà, entre mon travail, lui, ce qu'il a à faire, il faudrait que je le recontacte, tout ça. Il y aura sûrement dans les prochains mois une vidéo avec lui et moi en parlant peut-être vraiment spécifique, vraiment parler de la mutation génétique du Python Rhésus et de la reproduction. Mais là actuellement je vais vous faire un petit speech moi-même pour vous expliquer un peu tout ça. Je vais vous montrer aussi les Coléonatus radiatus, donc les petites radiata comme je les appelle, couleuvres asiatiques qui sont nées chez moi il y a quelques temps maintenant. Je vais un peu vous reparler de ça, une petite anecdote aussi, et vous remontrer un petit peu la tortue avec quelques petites informations supplémentaires comme je devais déjà le faire dans une autre vidéo. Dans ce terrarium qu'il y a derrière, il n'y a toujours rien dedans. Alors on avait trouvé un petit escargot, donc je l'avais mis se balader, mais en fait, pour dire qu'il y a quelque chose dans le terrarium, mais en fait l'escargot il m'a tout pourri. En se baladant, il m'a mis sa baffe partout, là, c'est dégueulasse. Donc en fait, l'escargot, c'est un Tilica qui l'a bouffé. Alors d'ailleurs, vous pouvez voir sur ma page Facebook, j'ai mis une semaine, il y a 15 jours en arrière, des photos de Tilica sensoides, donc juvénile. Et j'avais mis aussi une photo du Tilica intermédiaire, la gueule ouverte, où on voyait bien le bleu de sa langue qui, je trouve, est magnifique. Au niveau de la reproduction du Python Rhésus, alors il y a plusieurs écoles, il y a vraiment pas mal de gens qui font différemment. Moi personnellement, je fais une petite baisse de température. En octobre, à peu près vers octobre, en fait, je baisse progressivement les températures. Donc, mettons de 1 ou de 2 degrés par semaine. Et je fais ça pendant un mois. Et après, les températures, je fais en sorte qu'elles ne dépassent pas les 27 degrés. Donc, aux alentours de 25 degrés, 26 degrés. Et en fait, je laisse ces températures-là. Donc, à peu près tout novembre, tout décembre, tout janvier, tout février, à peu près 4 mois. Ouais, c'est ça. Et en fait, toujours pareil, les Python Rhésus sont séparés, donc mâles et femelles toujours séparés pour favoriser la reproduction. Les accouplements, c'est surtout la séparation qui fait le plus. Ça y fait même bien plus que les températures. J'ai pu remarquer moi, dans mon expérience personnelle, hein, que ça marchait mieux de cette façon-là. Si on baisse les températures mais que les pitons ont toujours été ensemble, généralement il n'y a pas plus d'accouplement que le fait qu'ils ne se soient pas vus depuis un certain temps, donc pendant plusieurs mois, et que vous les mettiez ensemble, généralement ça provoque des accouplements quand même assez rapidement. Alors le Python Rhésus, donc je fais comme ça, je baisse les températures tout le mois d'octobre. Ensuite, je mets le mâle et la femelle ensemble avec toujours les températures baissées pendant à peu près 3 ou 4 mois. Donc là, on peut observer des loups qui se font régulièrement. À peu près une fois tous les 15 jours, voire 3 semaines, je les sépare pendant 2 ou 3 jours pour les nourrir séparément, voir si ça mange. Alors chez moi, je ne sais pas si chez beaucoup de gens ça fait comme ça, mais chez moi, en général, les mâles, une fois en période de reproduction, ne mangent plus du tout. Fini. Donc 4-5 mois d'hiver, ils ne mangent plus. C'est pour ça que je contrôle vraiment le poids et je fais très attention que mes Python Rhésus, surtout les mâles, se portent bien. Les femelles, par contre, normalement, elles continuent à manger et au contraire, elles mangent même plus pour faire un peu plus de réserve pour la ponte. Alors du coup, les mâles ne mangent pas, comme je vous l'ai dit, chez moi pendant 3 ou 4 mois parce qu'ils ne veulent pas manger. Pas parce que moi, j'ai décidé de ne pas les nourrir, mais parce qu'ils ne veulent plus manger. Et à ce moment-là, de toute façon, après la digestion, tout ça, je les remets ensemble, etc. Et les accouplements reviennent. Moi, je n'ai pas forcément de projet de reproduction, c'est vraiment les Kinder Surprise, entre guillemets. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il y a dans les œufs. Donc, en fait, pour ça, je mets toujours le mâle avec plusieurs femelles différentes parce que j'adore les surprises. Alors, du coup, c'est comme ça que je fais. Les accouplements se font assez régulièrement. Et ensuite, donc vers février, progressivement, je remonte les températures progressivement tous les jours. Je remonte les températures jusqu'à atteindre, au bout de plusieurs semaines, les 30 à 33 degrés, voilà, qu'il faudrait en temps normal pour le Python Rhésus. Là, il n'y a plus du tout du coup d'accouplement. Enfin, moi, je les sépare. Je remets les mâles séparés des femelles. Je continue à nourrir pour ceux qui veulent manger, que ce soit mâle ou femelle.
Et ensuite, généralement, il y a ovulation au bout d'un certain temps. L'ovulation, en fait, c'est quand le corps de votre python devient très gros d'un seul coup chez la femelle. En fait, pour vous donner une idée, c'est comme si votre femelle python avait mangé d'un coup une très grosse proie. Voilà, sauf qu'elle n'a pas mangé. Donc ça grossit et elle n'a rien dans le ventre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est à ce moment-là, ça dure à peu près, il me semble, pour pas dire de bêtises, hein, s'il faut, je vais dire des conneries, il me semble que ça dure une ovulation à peu près 24 heures. Et pendant 24 heures, la femelle a un très gros ventre et c'est là, d'après ce que j'ai compris, qu'elle est en train de féconder les œufs. Ensuite, il faut attendre à peu près entre 20 jours et 30 jours après, donc compter un mois, après l'ovulation pour une mue de ponte. Là, il va faire sa mue. Et compter plus ou moins pareil, un mois après la mue de ponte pour avoir les œufs. Ensuite, il y a des vidéos sur ma chaîne où je vous montre comment aménager un incubateur, comment créer un incubateur maison pour pas grand chose, pour le prix d'un cap chauffant, d'un thermostat, voilà. Et pouvoir derrière suivre les œufs et pouvoir avoir le maximum de chances de votre côté pour avoir les petits bébés. Alors là, c'est ma Python Régus femelle naturelle. C'est tout simplement ma préférée. Alors, si je ne me trompe pas, elle a fait la mue de ponte. Elle a fait normalement d'ici quelques temps. Elle ne devrait pas tarder à avoir les premiers œufs. Bien évidemment, ça sera en vidéo sur la chaîne YouTube. Là, nous avons la femelle pastel en pleine période de mue de ponte. Alors elle, par contre, j'ai bien vu l'ovulation. Je ne l'ai pas filmé, je suis vraiment désolé. Là, c'est vraiment donc la mue de ponte. Donc un mois après la mue de ponte, à peu près, hein, plus ou moins, il y aura les œufs. Normalement à contrôler. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pas tarder à leur créer un incubateur. On verra bien ce que ça donne. Nous avons ici la femelle donc buteur. J'espère que cette année elle va pas me faire le coup de l'année dernière qu'elle m'a pas du tout fait d'œuf. L'année dernière elle avait bien fait l'ovulation, la mue de ponte, mais il n'y a jamais rien eu. Donc elle a résorbé tout simplement les œufs. J'espère que cette année elle ne me fera pas le même coup et qu'il y aura peut-être sa première ponte. Par contre, si cette année elle me fait le même coup, pour moi c'est que la femelle n'est peut-être pas fiable et je ne la fatiguerai pas une année supplémentaire. Je me la garderai pour le plaisir de la voir. Elle est toute jolie, j'en suis fan. Vite fait, je voulais vous parler aussi de la mutation génétique Spider qu'on retrouve chez le Python Régus. C'est une mutation génétique qui comporte donc un défaut, une tare génétique qui s'appelle le wobble ou quelque chose comme ça on dit. En fait, cette tare génétique, on la retrouve sur tout ce qui est mutation à base de spider, donc visible. C'est-à-dire tout ce qui est spider, bumblebee, killer bee, des choses comme ça, voilà, où on voit bien le pattern du spider. À partir du moment qu'il y a le pattern du spider, que c'est un gène spider qui rentre en jeu, même si c'est une double combinaison, une triple combinaison, une quadruple combinaison, ce que vous voulez, dans tous les cas, votre serpent est atteint de cette tare. Alors cette tare génétique n'infecte pas en soi-même la durée de vie du serpent, ça veut dire que votre serpent vivra toujours aussi longtemps qu'il était censé vivre, il peut toujours très bien se nourrir, il ne souffre pas de cette tare génétique. C'est vrai que ça surprend quand on ne le sait pas, qu'on va acheter un spider, qu'on va acheter un bumblebee, qu'on va acheter des choses comme ça. Cette tare-là, c'est vrai que ça peut surprendre beaucoup de gens, mais vous pourrez rien en faire. C'est-à-dire que cette tare, même si pendant 2 ans, ça n'a jamais apparu sur votre serpent, du jour au lendemain, ça peut apparaître, ça peut repartir, revenir 3 ans plus tard, repartir, revenir pendant 6 mois. Ça, c'est totalement aléatoire, mais je peux vous affirmer que tout ce qui est qui est basé à partir du gène Spider est touché par cette tare génétique. Donc, c'est un peu une tare qui est vraiment collée au pattern du Spider. Vous pourrez rien faire pour arrêter ça. Beaucoup de gens ne reproduisent plus de Python Régus avec la mutation génétique Spider vis-à-vis de ça. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça.
mais je comprends que ça peut déranger certaines personnes. Après moi j'ai une petite femelle spider, j'ai un mâle bumblebee, donc forcément il y a de la reproduction. Mon mâle bumblebee lui il reproduit chaque année, je m'en prive pas. Mais voilà, c'est vrai que beaucoup de gens se posent des questions. Il y en a qui disent ouais moi j'ai des spiders, ça l'a jamais fait, moi j'ai des spiders, ça le fait tout le temps. Voilà. Les mutations génétiques n'influent pas non plus sur le comportement de votre animal, donc il y en a beaucoup qui disent que les spiders sont en général de très bons mangeurs. Moi je vous dis que c'est pas vrai, c'est pas plus un meilleur mangeur qu'un pastel, qu'un super pastel, ou qu'un lemon blast, ou qu'un dessert, tout ce que vous voulez. Ça n'influe pas sur le comportement de votre animal, la mutation génétique. Donc quand on me demande des fois, ouais, tu préfères quelle mutation génétique, toi tu ferais quoi à ma place pour débuter? Pour débuter, bon, à la limite, vous ne prenez pas de spider parce que ça peut vous surprendre, vous prenez une autre mutation génétique, mais ça ne jouera pas sur le comportement de votre animal. Donc il n'y a pas vraiment de mutation génétique mieux que d'autres pour débuter dans le Python Rhésus. Bon, il fallait que je vous remontre un peu la Geocheilon elegans, donc tortue étoilée d'Inde, je crois, si je ne me trompe pas. J'ai mis une plante naturelle en fait au fond là. Ouais, c'était style un petit élément de déco, en fait elle se cache même plus dans sa cachette. Mais maintenant, elle se cache vraiment derrière ce pot de plante. Et j'ai fait exprès de recouper les branches parce que j'ai pas trop envie qu'elle les mange. Donc là, elle risque rien, elle ne peut pas les manger. Et c'est un petit élément de décoration. C'est une plante grasse qui peut fleurir aussi. Je ne sais pas comment elle va se comporter en terrarium, je verrai bien. Voilà, c'était style d'avoir mis un petit quelque chose. Je vais vous la sortir pour vous la montrer mieux. Comme je vous l'avais déjà dit, c'est une tortue qui est sujet à la déshydratation. Et comme c'est une tortue sujet à déshydratation, une fois par semaine, on lui fait prendre un bain. Je suis un peu contre les bains forcés, mais c'est une espèce qui n'a pas, en temps normal, c'est une espèce qui n'a pas le réflexe pour aller d'elle-même, quand elle est juvénile, dans un point d'eau, s'abreuver, s'hydrater. Alors, quand elles sont juvéniles, elles ont besoin d'humidité. Quand elles sont adultes, elles vivent dans un environnement très sec. Mais quand elles sont juvéniles, elles ont besoin d'humidité. Alors, une fois par semaine, on la met dans un petit bain à température quand même assez chaude, quoi, une bonne température pour pas qu'elle chope froid. Et on met 2 cm d'eau grand maximum, hein, juste qu'elle puisse s'hydrater. Alors ça, c'est vraiment une magnifique espèce. Voilà, une bonne qualité d'UVB obligatoire. Pour l'instant, elle est dans ce terrarium-là, mais après, on va lui faire un truc vraiment plus adapté, un beaucoup plus grand terrarium. Elle aura aussi un parc extérieur. Quand les températures seront, l'environnement de dehors sera plus adapté à sa condition de vie. Elle est un peu moins peureuse maintenant. Et elle mange tous les jours depuis le premier jour qu'on l'a eue sans aucune difficulté. De toute façon, les tortues, que ce soit des tortues de terre ou des tortues d'eau, voilà, moi j'ai appris, on m'a dit que en fait, les tortues en général sont toujours de très bonnes mangeuses. C'est juste à nous de respecter les conditions parce que les tortues, ça fait partie quand même des reptiles en captivité qui ont fait succès. Et comme beaucoup de reptiles en captivité qui font succès, et même pas forcément les reptiles, mais les animaux en général qui font succès en captivité, on retrouve beaucoup de gros problèmes. C'est souvent des animaux qui sont très maltraités et qui sont dans des conditions vraiment déplorables, désastreuses. Voilà, c'est une tortue quand même qui vaut son prix, qui fait que pas n'importe qui va acheter ça en première tortue. Donc généralement, quand on met ce prix-là dans une tortue, c'est qu'on a un minimum d'informations derrière pour pouvoir subvenir à ses besoins correctement. Au sujet du varan des savanes, donc j'ai remarqué que le mien, maintenant, depuis quelques temps maintenant, ça fait, j'ai remarqué que de temps en temps, il grattait à la vitre, après le repas, tout ça. Un jour après le repas, généralement, il gratte beaucoup à la vitre. Et en fait, j'ai remarqué que quand je le sortais, donc je le séparais, je le mettais mettons dans la douche ou un truc comme ça, j'attendais un peu. Et en fait, il chie tout ce qu'il a, et donc il chie bien correctement. Et après, il n'y a plus aucun souci. En fait, pour faire bref, j'ai remarqué qu'il ne faisait plus du tout ses besoins en terrarium. Quoi qu'il arrive, il ne fait plus en terrarium.
Donc c'est marrant et c'est pour ça qu'il faut pouvoir observer ces animaux. Moi, ça m'arrange parce qu'en fin de compte, comme ça, son terrarium est toujours nickel. Voilà. Et généralement, après, je lui fais prendre une bonne douche à bonne température. Et sous la douche, par contre, quand il y reste, hein. J'ai beau mettre même le jet d'eau, température à 30 degrés avec le jet d'eau, il y reste, hein. Il est là, il se met droit et il est bien content. Donc voilà, il tape pas de stress. C'est vrai qu'on voit bien qu'il est bien. Il se met pas à l'opposé du jet. Au contraire, il va venir. Donc c'est vraiment très intéressant ce côté-là. Et c'est vrai que c'est un animal quand même très particulier qui a son caractère, qui a sa façon de faire et c'est très intéressant. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous le montrer. Eh ben Big Mac, ah là il a faim. Et coucou. Donc il faut faire quand même attention aux morsures parce que là il a vraiment faim. Donc il est vraiment morphale. Il a limite envie de s'attaquer à la GoPro. Donc il faut quand même faire attention aux morsures. Maintenant que la télé est un peu plus en hauteur, il peut la regarder en plus le soir, c'est assez sympa. Non, il en a rien à foutre. À partir du moment que les lumières s'éteignent, la télé, il s'en contrefou. Là, tout ce qu'il a envie, c'est de manger. Ouais, il a plus envie de manger qu'autre chose. Et toujours un peu craintif, hein. Ça se voit que ça restera toujours un animal sauvage. Il croit que je vais lui donner à manger. Alors vous pouvez voir que le varan des savanes a quand même de belles couleurs. Il n'est pas forcément aussi terne qu'on peut l'imaginer. Il a quand même des couleurs. Un petit couleur orangée à certains endroits. J'ai fait des magnifiques photos que vous pouvez retrouver d'ailleurs même en tête de ma présentation sur ma chaîne YouTube. On voit bien son œil. Ici nous avons des racks, donc des racks à nettoyer. Par exemple les Antaresia, donc celui-là a fait sa mue ce matin, ainsi que du coup la crotte qui suit, parce que souvent les serpents font leur mue et chient juste après. C'est pour ça que souvent c'est mieux de peser votre serpent pour avoir un vrai poids, pour être sûr du poids de votre serpent. C'est mieux de le peser après la mue. Comme ça il a fait la mue, il a chié et tout s'est bien passé. Donc en fait il a chié ou un petit pipi, on ne sait pas trop. Et là nous avons l'Antaresia. Ah, vous n'allez pas bien voir, je vais le sortir. Alors là, j'ai préféré prendre des gants parce que, hein, pas trop envie. Normalement, celui-là ne mord pas. Mais bon, les Antaresia childreni, on a remarqué que ça pense vraiment qu'à bouffer, bouffer, bouffer. Donc là, ça y est, ça commence à pousser. Je ne sais pas si vous avez vu les premières vidéos quand je les présentais tout simplement quand on venait de les avoir. C'était vraiment des ficelles. Genre Pantherophis guttatus juvénile. Et là maintenant nous sommes sur des serpents qui mangent du rosé de rat sans aucun problème, même de la petite sauteuse en souris. Voilà, du magnifique python australien. Comme je vous ai dit, hein, je ne vais pas faire le mariole. J'ai pris les gants, même si c'est pas que ça fait bien mal, c'est pas... Voilà, je préférais quand même prendre les gants, surtout la femelle qui est beaucoup plus con. Après, si vous... Voilà, je veux dire, je suis pas non plus pétochard, hein. Si vous voulez vous amuser à voir des vidéos où je me fais niaquer, il y a 2 belles vidéos avec une Antaresia maculosa. Et il y a une vidéo aussi sur la morsure avec Boa constrictor imperator adulte. Donc à la limite, si vous voulez vous amuser à voir ça, il y aura le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Ça mord, hein?
Là, on voit bien qu'elle essaie d'attaquer comme elle peut. Et elle est vraiment con celle-là. Voilà. Donc elle a toujours été plus terne que le mâle. C'est toujours plus agréable de porter des gants. Ça a une force, même à cette taille-là. Incroyable. Ah ouais, franchement. Je suis surpris. Ouais, mais là, on peut plus rien en faire, là. Donc, on vient de la détacher de mon t-shirt. Parce qu'elle s'est mise à gnoquer mon t-shirt. J'espère qu'elle ne l'a pas non plus abîmé. Apparemment, non. Alors, on l'a détaché avec de l'alcool que j'ai mis sur un coton-tige, comme je vous montre aussi dans les vidéos sur les morsures de serpents de petite taille et serpents de taille moyenne. Donc il y aura le lien de toute façon sur les morsures dans la description de la vidéo. Une vraie saloperie celle-là. Mais alors, enfin, moi j'adore. Hein. C'est vraiment une espèce que j'aime beaucoup. On va la laisser se calmer. Voilà, on nettoiera les racks plus tard. Bon, l'alcool indirectement, c'est celui-là que j'ai utilisé. C'est de l'alcool modifié à 70%, un petit coton-tige. Vous mettez ça un peu sur la gueule. Votre serpent, il lâche de suite. Hein. Enfin, en général, ça lâche de suite. Alors là, il y a une petite anecdote. Alors sur les Coleonatus radiatus, alors j'ai eu 2 pontes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait 2 pontes. Sur ces 2 pontes, on avait une ponte donc avec 2 classiques qui sont nés par rapport aux autres œufs qui n'étaient pas fiables. La femelle n'était pas faite normalement pour faire de la reproduction cette année. Et elle était vraiment très jeune. Bon, ça s'est très bien passé pour la femelle qui est vraiment séparée du mâle actuellement. Et du coup, nous avons ici et là, pareil, à nettoyer. Nous avons les jeunes. Voilà. Voilà un jeune bébé Coleonatus radiatus. Alors une bonne anecdote qui s'est produite il n'y a pas longtemps. Le dernier œuf qui restait dans l'incubateur a enfin éclos. C'est l'œuf qu'il y avait dans la deuxième portée. C'était le seul œuf de fiable sur la deuxième portée. Alors c'est marrant parce que j'avais contrôlé un jour avant et l'œuf n'était pas du tout ouvert. Il était juste un petit peu ramolli. Et le jour d'après, en fait de compte, quand j'ai regardé dans l'incubateur, l'œuf était ouvert et il n'y avait plus rien dedans. Alors on a fouillé avec ma femme tout l'incubateur. On n'a pas du tout trouvé le serpent. On a fouillé toute la vermiculite qu'il y avait, on a regardé dans l'eau, on a démonté tout l'intérieur de l'incubateur, impossible à retrouver. Et en fait, donc elle est née dans la nuit ou dans la journée et elle a réussi à se faufiler par le trou où je fais passer les câbles. Donc la sonde du thermostat, le câble chauffant, elle a réussi à se faufiler par ce trou malgré l'incubateur que c'était et malgré qu'il y avait aussi la boîte fermée avec les œufs dedans. Mais comme il y a le câble avec la sonde du thermostat qui va aussi dans cette boîte, en fait elle a réussi à se barrer chez moi. Alors j'ai dit c'est bon, on la retrouvera jamais, c'est même pas la peine de chercher. Et en fait c'est dans l'après-midi que c'est mon chat qui l'a retrouvée dans un coin du salon sans lui faire de mal. Et elle était vraiment bloquée dans un coin, donc on a pu la récupérer. Et il s'avère que c'était une albinos, donc on a enfin réussi à prouver le gène du mâle. Bon, il m'avait été vendu en tant qu'hétérozygote albinos, mais moi, hétérozygote albinos, je veux le voir. Donc maintenant, je suis sûr que mon mâle est bien hétérozygote albinos. Et voilà le nouveau petit monstre. Donc en fait, j'ai attendu avant de faire cette vidéo parce que j'ai eu enfin la mue aujourd'hui. Donc je peux enlever la mue. Voilà. Alors même juvénile comme ça, maintenant, c'est éclat de coco. Au moins, il n'y a jamais de problème de mue. Voilà. Et voilà la petite albinos Coleonatus radiatus. Et l'af radiata.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Regardez-moi cette merveille. Alors là, on peut voir vraiment du varan des savanes, pas du tout obèse. Un grand gaillard qui fait pratiquement maintenant 1 mètre de long. Qui ont ces couleurs qui ressortent bien. Des petits morceaux de mue par-ci par-là. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Vous pouvez toujours partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Je ne sais pas trop comment ça se passe tout ça au niveau des autres réseaux sociaux. Moi je suis sur Facebook. Vous avez d'ailleurs le lien de ma page Snake Reptile en bas dans la description de la vidéo. Je vous dis à vendredi prochain 20 h pour une nouvelle vidéo. Toujours pour vivre ensemble au maximum la passion des reptiles. Allez tout le monde, ciao ciao! Tu dis au revoir?